Hey les amis, ce soir, on plonge dans un monde où la poussière colle à la peau, où les portes des saloons grincent comme des avertissements, et où chaque regard croisé peut être le dernier. Tu es là, dans le Far West, ce territoire sans foi ni loi, où les chevaux valent plus que les promesses, et où les revolvers parlent souvent plus fort que la morale. Tu sens déjà la chaleur étouffante de l'Arizona, l'odeur de cuir usé et de poudre brûlée, et ce silence étrange entre deux rafales de violence. Tu vas vivre cette époque-là, pas en tant que spectateur. Non, ce soir, tu es l'un d'eux. Tu avances dans une rue de poussière, le col battant ta cuisse, et chaque pas peut te mener au sommet de la gloire, ou dans une tombe peu profonde creusée à la hâte. Et, honnêtement, tu ne survivrais probablement pas plus d'un après-midi ici. Alors, avant de t'installer confortablement, prends une seconde pour liker la vidéo et t'abonner, mais seulement si tu aimes vraiment ce que je fais ici. Et dis-moi en commentaire où tu m'écoutes, et à quelle heure il fait nuit chez toi. Maintenant, tamise les lumières, allume peu, être un petit ventilateur pour ce fond sonore apaisant, et glissons doucement ensemble dans le voyage de ce soir. Tu arrives donc dans le Far West, à la fin des années 1860. L'Amérique est une nation ébranlée. La guerre de sécession vient de s'achever. Les blessures saignent encore, les cicatrices ne sont pas refermées, et une nouvelle frontière s'ouvre à ceux qui ont perdu, à ceux qui fuient, à ceux qui cherchent un nouveau départ, ou simplement un endroit où personne ne pose trop de questions. Tu poses le pied dans un village au nom improbable, genre Deadman's Gulch ou Whiskey Ridge. 2 rues en croix, une église mal peinte, un saloon ouvert presque 24 heures sur 24, et ce shérif. Enfin, si on peut appeler ça un shérif. Sa plus grande victoire, c'est probablement d'avoir survécu à une nuit de poker contre 3 cow-boys ivres. Ici, ce n'est pas la loi qui règne, c'est la réputation. Et justement, ta réputation, tu vas devoir la forger, dans la poussière, dans le sang, et dans le regard méfiant des autres. Tu entends parler d'un gang de voleurs de bétail qui opère juste à la sortie de la ville. Ils marquent les vaches volées avec des fers forgés maison et les revendent dans l'état voisin. Pas de preuves, pas de témoins, pas de scrupules. C'est une pratique plus courante que tu ne le penses. D'ailleurs, historiquement, on estime qu'un tiers du bétail dans certaines régions du Texas a changé de main de cette façon. Et parfois, les mains en question étaient les mêmes que celles du marshal local. Oui, tu l'as compris, le Far West, c'est pas un western hollywoodien. C'est sale, c'est rusé et c'est souvent tragique. Mais ne va pas croire qu'il n'y a que des voleurs anonymes. Non, il y a aussi des stars, des noms qui claquent comme des coups de feu dans un canyon, des Jesse James, des Billy the Kid, des Wyatt Earp et des dizaines d'autres, moins célèbres mais tout aussi dangereux. Et tu t'approches lentement de leur monde. Tu entres dans un saloon. L'air est chargé d'alcool, de sueur et de fumée. Une partie de poker intense bat son plein. Un joueur lève les yeux vers toi. Il n'aime pas ta tête. Et toi, tu te dis que s'il lève la main un peu trop vite, tu dégaines. Pas parce que tu es un héros, mais parce que tu veux rentrer entier ce soir. Tu t'assois dans un coin. Tu écoutes. Des murmures, des noms. Un certain Clayton le Rouge aurait tué un marshal la semaine dernière. Un autre, Slim Pete, s'est fait abattre dans une ruelle derrière la forge et on n'a retrouvé que ses bottes. Ça te glace un peu, mais tu restes. Tu veux comprendre. Tu veux voir jusqu'où ça va. Et ça va loin. Les gangs du Far West ne sont pas juste des groupes de desperados qui galopent en criant « Yeehaw ». Ce sont des organisations, parfois même des familles. Le gang des Dalton, par exemple, oui, les vrais, pas ceux des BD, étaient composés de 4 frères. 4, tous morts, dans la même fusillade à Coffeyville, Kansas, en tentant de braquer 2 banques en même temps. Oui, 2. L'ambition, c'est bien, mais parfois, la stupidité a le même goût. Et puis, il y a les alliances étranges, les shérifs qui ferment les yeux, les juges qui acceptent un petit sac d'or, les journalistes qui transforment des bandits en légendes. C'est ça, le vrai Far West. Un théâtre où chacun joue un rôle, jusqu'à ce que les balles décident de la fin. Tu marches ensuite, dans la rue principale. Un silence pesant. Soudain, un cri, puis 3 coups de feu, et la poussière qui s'élève. Tu ne bouges pas, tu respires doucement. Ce n'est pas ton combat, pas ce soir. Et pourtant, tu sens que tu es pris dedans, malgré toi. Le Far West, ce n'est pas juste un lieu. C'est une mécanique,
un engrenage, une spirale, où la loi, la justice, la morale, tout se mélange. Un jour, tu es le héros. Le lendemain, tu es celui qu'on enterre au lever du soleil, avec 2 inconnus pour pleurer. Et tu sais quoi? Il y a quelque chose de fascinant là, dedans. Comme si cette époque, aussi violente qu'elle ait été, contenait une forme brutale de vérité. Ici, pas de filtre, pas de façade. Juste toi, ton revolver et les conséquences de tes choix. Et, pendant que tu continues de marcher, tu entends une vieille chanson jouée à l'harmonica. Une ballade. Peut être sur un type qui voulait juste traverser l'État pour voir sa sœur. Peut être qu'il s'est fait arrêter, juger, pendre. Ou peut être qu'il est devenu riche en vendant des chevaux volés à l'armée. On ne saura jamais, mais l'air reste, comme un écho du passé. Tu lèves les yeux, un soleil écrasant, des vautours qui tournent au loin, et ce panneau bancal, bienvenue à Deadwood. Tu es prêt à entrer dans le royaume des hors-la-loi. Tu n'as même pas encore ôté la poussière de tes bottes que déjà, un nom te colle aux oreilles comme une chanson qu'on n'arrive pas à oublier. Jesse James, un nom qui claque comme un fouet, presque poétique. Mais ne t'y trompe pas, il ne récite pas des vers, ce type. Il préfère les balles. Tu apprends vite que Jesse James n'est pas juste un voleur. Il est une marque, une légende vivante. Il n'est pas seulement un homme avec un col bien huilé, c'est une histoire ambulante, portée par les journaux de l'époque, par les chansons, par le bouche à oreille. Certains le voient comme un Robin des Bois moderne, mais avec moins de redistribution et un peu plus de dynamite. Tu suis la trace de son gang, le célèbre gang James Younger, un mélange explosif de frères de sang, de cousins, d'anciens soldats confédérés et de types si nerveux qu'ils dégainent à la moindre ombre. Ensemble, ils forment une sorte d'entreprise de cambriolage itinérante. Sauf qu'au lieu de vendre des aspirateurs, ils vident les coffres des banques et déraillent les trains. Et attention, Jesse ne choisit pas ses cibles au hasard. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Il se dit que lui et ses hommes volaient les banques du Nord, celles qui avaient, selon lui, profité de la guerre civile pour appauvrir les fermiers sudistes. Une sorte de vendetta déguisée en révolution sociale. Mais les historiens, eux, débattent encore. Jesse James était-il vraiment un combattant politique ou juste un bandit bien habillé avec un goût prononcé pour la mise en scène? La frontière est floue, comme souvent dans le Far West. Tu entres dans une petite ville du Missouri. Les volets claquent au vent. Une vieille dame se signe devant une affiche déchirée. Wanted Jess Woodson James, 10 $. Une somme folle pour l'époque. Et pourtant, personne n'ose le trahir. Il inspire la peur, mais aussi l'admiration. Un mélange étrange, presque toxique. Tu ressens cette tension dans l'air. On le hait, mais on le rêve un peu aussi. Une chose que les livres d'école oublient parfois de mentionner, c'est que Jesse James maîtrisait l'art de l'image publique, bien avant Instagram. Il écrivait ses propres lettres aux journaux, se plaignait d'être mal compris, se présentait comme une victime du système. Oui, ce type faisait du storytelling avant l'heure. Si tu avais vécu à cette époque, il aurait probablement eu sa propre chaîne TikTok de braquage en POV et de réponse aux haters. Un soir, tu entends parler d'un braquage dans le Minnesota, à Northfield. Le gang pensait que ce serait facile, une petite ville tranquille, une banque bien garnie. Sauf que les habitants se sont rebellés, armés jusqu'aux dents. Et là, c'est le carnage. 2 membres du gang sont tués, 3 autres blessés. Jesse et son frère Frank fuient à cheval, couverts de sang et de poussière, traqués comme des bêtes. Et c'est là que tu comprends une vérité essentielle du Far West. Même les légendes ne sont jamais invincibles. Tu te retrouves à camper dans une gorge, près d'un feu crépitant. Tu écoutes un vieux trappeur te raconter, entre 2 bouffées de pipe, une anecdote improbable. Un jour, Jesse James aurait été hébergé par une veuve sans qu'elle sache qui il était. En partant, il aurait laissé une pièce d'or et une note disant « Merci pour le dîner, Gigi ». Est-ce vrai? Personne ne le sait, mais l'histoire persiste. Et dans l'Ouest, ce genre de détail devient vérité par simple répétition. Les années passent. Jesse se cache, parfois au Texas, parfois au Tennessee. Il change de nom. Il devient Thomas Howard, marchand de chevaux, père de famille, propriétaire d'une petite ferme. Une vie rangée, en apparence. Mais toi, tu sais que c'est du vernis.
Il garde toujours un œil sur la fenêtre, toujours une arme sous l'oreiller. Et c'est là que l'histoire prend une tournure shakespearienne. Un jour d'avril 1882, alors qu'il ajuste un tableau poussiéreux sur son mur, Jesse James est abattu dans le dos par l'un de ses propres hommes, Robert Ford. Oui, un membre de son gang. Un type qu'il appelait ami, pour la prime, pour la gloire. Ou peut être simplement pour survivre dans un monde où la loyauté a une date d'expiration. Tu entends encore l'écho du coup de feu. Froide, traître, définitif. Robert Ford pensait qu'il allait devenir célèbre. Il l'a été, mais pas comme il l'imaginait. On l'a surnommé le petit lâche qui a tué Jesse James. Les ballades ont été écrites, les regards sont devenus accusateurs. Il s'est enfui, lui aussi, mais il n'a jamais pu échapper à l'ombre du héros qui l'avait abattu. Et toi, tu restes là, pensif. Ce monde est-il fait pour les héros? Ou seulement pour ceux qui tirent en premier? Tu repars vers l'ouest. Le soleil couchant rougit l'horizon. Tu croises un gamin qui joue avec un bout de bois, imitant un duel. Il fait semblant d'être Jesse James. Il meurt en riant, puis il se relève, recommence. Encore, encore. Parce que, dans ce monde-là, les morts célèbres ne meurent jamais tout à fait. Ils deviennent des contes, des avertissements, des rêves éveillés. Et toi, tu continues ta route. Tu croyais avoir vu ce que le Far West avait de plus intense à offrir. Des braqueurs moustachus, des trains attaqués, des traîtres en gants blancs. Mais non, il te restait encore le mythe incandescent, celui qui refuse de mourir, même un siècle plus tard. Billy the Kid. Tout commence par un murmure. Tu es attablé dans un saloon miteux, un de ceux où les lames sortent plus vite que les sourires. Et là, entre deux gorgées d'un whisky plus proche du désinfectant que du plaisir, un vieil homme pose sa chope et dit simplement « Tu sais, moi je l'ai vu, le Kid, de mes propres yeux. » Tout le monde se tait, parce que ce genre de phrase, dans l'Ouest, ça vaut plus qu'un sermon du dimanche. Billy the Kid. Rien que le nom, ça claque comme un fouet contre la roche. Ça sent la poudre, le cuir, la sueur. Et surtout, ça sent l'impossible jeunesse dans un monde fait pour les vieux loups. Il est partout, ce gamin, dans les récits, sur les affiches, dans les cauchemars des shérifs. Son vrai nom, Henry McCarthy. Mais ça, personne ne s'en souvient. Il se fait appeler William Bonney. Et toi, tu vas le suivre pas à pas, jusqu'au bout. Il naît quelque part à New York, vers 1859. Un gamin comme un autre, pauvre, malchanceux. Puis sa mère meurt. Il est seul. Très vite, il dérive, d'est en ouest. Et c'est là, dans ces territoires encore informes, qu'il trouve sa vraie nature, celle d'un survivant, d'un malin, d'un enfant armé qui sourit trop souvent, comme s'il savait que tout pouvait s'arrêter demain. Et tu vas vite comprendre, ce n'est pas la brutalité qui le rend célèbre, c'est son charme, sa vivacité, sa capacité à disparaître comme un fantôme. Tu le vois apparaître pour la première fois à Silver City, dans un journal local. Il n'a même pas 16 ans, et déjà, il s'échappe de prison en grimpant par la cheminée. Pas de violence, juste une ruse, un clin d'œil au destin. Il ne tue pas encore. Il vole, il fuit, il vit vite. Et il apprend que la liberté est un luxe qui coûte cher. Et puis vient Lincoln County, et avec elle, le drame. La guerre de Lincoln. C'est un chaos local aux allures de tragédie grecque. Deux puissances économiques qui s'affrontent. Des hommes de main, des fermiers pris entre deux feux. Billy choisit son camp. Il soutient John Tunstall, un homme droit, presque naïf. Quand celui-ci est abattu froidement par les hommes du camp adverse, quelque chose se brise en lui. Et tu sens que la frontière est franchie. Billy, qui jusqu'alors survivait, se met à se venger. Pas par impulsion, mais avec méthode. Il traque ceux qu'il considère responsables, un à un. Il les abat, il disparaît, il recommence. Et à chaque fois, la presse en rajoute. Les morts deviennent des symboles. Le gamin devient un spectre. Il se fait des ennemis, beaucoup. Mais il se fait aussi des amis étranges, des anciens combattants confédérés, des hommes de loi fatigués, des veuves qui voient en lui un fils perdu. Et c'est là qu'un homme entre en scène, un shérif, ancien pisteur, ancien ami, même, Pat Garrett, l'homme que l'histoire retiendra comme celui qui a tué le Kid. Mais pour l'instant,
Garrett n'est qu'un nom de plus dans une histoire qui se tord comme un serpent blessé. Tu assistes à des fuites rocambolesques. Billy se fait capturer. Il s'évade, toujours. À chaque fois, il semble glisser entre les doigts de la justice, comme si le monde refusait de le retenir. Un jour, il s'enfuit à cheval dans la tempête, les fers frappant la boue, le vent couvrant les battements de son cœur. Il trouve refuge dans une grotte, allume un feu minuscule et s'endort sous les étoiles, son revolver contre la poitrine. Et pendant ce temps, l'Amérique s'éprend de lui. Même ceux qui veulent sa tête achètent les journaux pour lire ses aventures. Tu lis, toi aussi, ces articles, rédigés dans des styles grandiloquents, où le petit démon au sourire d'ange chevauche vers l'inconnu. Mais plus la lumière est vive, plus l'ombre est proche. En 1881, il est capturé à nouveau, à peine âgé de 21 ans, jugé, condamné à mort par pendaison. La corde est prête, mais tu commences à le connaître, non? Il s'évade. En cours, il tue 2 gardiens, franchit les portes de la prison, s'enfuit dans la rue. Les habitants le regardent passer, stupéfaits. Personne ne bouge, parce que Billy n'est pas seulement un criminel. Il est devenu un mythe vivant, et les mythes, on ne les arrête pas. Mais cette fois, la chance tourne. Tu arrives à Fort Sumner, une chaleur écrasante, un silence étrange. Billy s'est réfugié ici. Il croit être en sécurité. Mais Pat Garrett est là. Il attend. Dans la nuit du 14 juillet 1881, une balle claque, une seule. Dans le noir, pas de duel, pas d'au revoir. Ed Billy tombe. Mais tombe-t-il vraiment? Parce que dès le lendemain, les rumeurs commencent. Certains disent qu'il n'était pas armé. D'autres prétendent que Garrett a tiré sur un autre. Et puis il y a Brushy Bill Roberts, ce vieillard apparu des décennies plus tard, affirmant être le vrai Billy, réclamant son pardon. Les photos sont comparées, les experts s'écharpent. Et toi, tu doutes. Peut être que le Far West ne laisse jamais mourir ses légendes. Peut être qu'il préfère les garder en suspens, comme ces couchers de soleil qu'on n'atteint jamais. Tu marches dans une rue de Santa Fe. Une bande de gamins rejoue la fuite de Billy. Ils courent, rient, tombent, se relèvent. L'un d'eux lève le doigt et dit fièrement « C'est moi, le Kid. Tu ne m'attraperas jamais. » Et là, tu comprends. Billy the Kid, ce n'est pas un tueur à gages. C'est une échappée, une idée. Celle qu'un simple gamin, sans fortune, sans famille, peut échapper aux puissants, peut devenir plus qu'une note de bas de page, peut être une ballade qu'on murmure encore quand la nuit tombe sur l'ouest. Et toi, tu continues à avancer, parce que demain, un autre nom t'attend, Tombstone. Et là, bas, c'est une autre histoire de frères, de docteurs et de balles. Tiré trop vite, tu arrives à Tombstone. Et là, tu sens tout de suite que cette ville n'est pas comme les autres. Elle t'accueille avec le sourire moqueur d'un joueur de poker qui connaît déjà ta main. Le vent y soulève plus de rumeurs que de poussière, et les regards qu'on te lance en disent long. Ici, chacun a choisi son camp, même s'il fait semblant de ne pas s'en souvenir. Bienvenue dans la ville de la fusillade la plus célèbre de l'histoire de l'Ouest, celle de l'eau, quai Coral. Un affrontement qui, soyons honnêtes, a duré moins d'1 minute, mais qui hante les mémoires depuis plus d'1 siècle, comme s'il s'agissait d'une bataille épique, entre dieux antiques. Tu fais quelques pas dans la rue principale. Il y a quelque chose dans l'air, une tension vieille de 140 ans. Tu passes devant un vieux panneau peint à la main. Site de la célèbre fusillade du Oka Corral, 26 octobre 1881, et tu n'as pas besoin de fermer les yeux bien longtemps pour revivre la scène. Mais avant, il faut que tu comprennes comment on en est arrivé là. Tombstone, en 1881, ce n'est pas juste un petit bourg poussiéreux, c'est une ville champignon, surgie de nulle part grâce à l'argent de l'argent au sens propre. Les mines prospèrent, les saloons pullulent, et les conflits grandissent comme les moustaches des cowboys, sans fin. Et au cœur de cette poudrière, il y a 2 groupes. D'un côté, les Earp, Wyatt, Virgil et Morgan. 3 frères aux airs de croisée du code moral, mais pas trop regardants quand il s'agit de se faire payer en whisky ou en faveur. De l'autre, les Cowboys, un vrai gang, bien qu'il n'ait jamais eu de nom officiel. Ike Clanton, Billy Claiborne, les frères McClory, des éleveurs, des contrebandiers, des hommes à cheval et à ego démesurés, des types qui n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire.
surtout pas par des hommes en étoiles brillantes. Tu les vois, ces deux camps, se frôler dans les rues, comme des fauves. Un mot de travers, un verre de trop, et la guerre privée est en marche. Le 25 octobre, la tension monte. Ike Clanton boit trop. Il menace les Earp. Il jure qu'il va les descendre. Le lendemain matin, la ville retient son souffle. Les Cowboys sont armés. Les Earp aussi. Et Doc Holliday, le célèbre joueur tuberculeux au regard de marbre, se joint à la partie. Et c'est là que tu réalises. Ce qui va suivre n'a rien d'un duel d'honneur. C'est une explosion de violence nerveuse, chaotique, presque absurde. Il se retrouve à côté du haut quai Corral, dans une ruelle étroite, entourée de planches bancales et de tonneaux. 30 secondes, 30. C'est le temps qu'il faut pour que 8 hommes tirent 30 balles. À la fin, 3 cowboys sont morts, un 4e s'enfuit, les Earp sont blessés, Doc tousse, mais reste debout. Et toi, tu restes là, figé, parce que rien ne s'est passé comme dans les films. Pas de tir synchronisé, pas de phrases brillantes avant de mourir. Juste le fracas des balles et les cris d'hommes surpris d'être aussi vulnérables. Mais c'est après la fusillade que la légende commence. Les Earp sont vus comme des héros ou des meurtriers. Les journaux se déchaînent et les représailles ne tardent pas. Morgan Earp est abattu en traître quelques mois plus tard. Virgil est blessé à vie. Et Wyatt, il change. Il devient un homme en guerre, lançant sa propre vendetta. Froid, calculateur, il traque ceux qu'il tient pour responsables, les exécute sans procès et finit par disparaître dans l'Ouest. Et là encore, tu entends la phrase préférée des historiens. On ne saura jamais avec certitude qui a tiré le premier, parce que même les témoins se contredisent, même les protagonistes, dans leurs mémoires respectives, enjolivent ou effacent. Comme si cette scène, pourtant si brève, refusait d'être figée. Tu croises une femme âgée qui vend des médaillons avec le visage de Wyatt. Elle te dit que son arrière-arrière-grand-oncle aurait entendu Doc dire, juste avant de tirer, « I'm your Huckleberry ». Est-ce vrai? Est-ce une réplique ajoutée par Hollywood 100 ans plus tard? Peu importe. La légende a choisi ses répliques. Et tandis que tu t'éloignes du Oka, Corral, tu ne peux t'empêcher de penser à ce paradoxe. Le Far West aimait les hommes de loi, à condition qu'ils soient aussi hors la loi. Parce que les Earp, ces icônes de la justice, ont tué sans sommation. Parce que Doc Holliday, acclamé pour son sang-froid, était aussi un tueur de mauvaise humeur, joueur invétéré, malade, chronique, fidèle seulement à ceux qui le laissaient boire en paix. Et c'est cette ambiguïté qui t'accompagne maintenant. Tu marches dans Tombstone. Il fait presque nuit. Les lampes à pétrole s'allumant une à une. Des gamins rejouent la scène avec des bâtons en guise de revolver. L'un crie « bang », l'autre s'écroule, puis se relève, riant. Mais tu sais, toi, que les vrais ne se sont pas relevés. Et pourtant, chaque soir, quelqu'un, quelque part, raconte encore cette fusillade, parce qu'elle incarne tout ce que le Far West savait faire de mieux, transformer des conflits tragiques en récits flamboyants, effacer les hésitations, lisser les zones grises et laisser la poussière couvrir la vérité. Tu jettes un dernier regard vers l'arrière. Tombstone s'endort, mais la légende, elle, ne dort jamais. Et toi, tu repars vers le nord. Il est temps de découvrir un Far West plus discret, mais tout aussi dangereux, celui des guerres du bétail. Tu laisses derrière toi les ruelles de Tombstone, les silhouettes des Earp, les balles perdues et les légendes bien trop vives. Et tu t'enfonces dans un Far West moins spectaculaire, mais bien plus insidieux. Ici, pas de saloon clinquant, pas de duel sous le soleil couchant. Ici, les conflits se cachent dans les herbes hautes, entre deux troupeaux, deux clôtures, deux voisins qui sourient le jour, mais aiguisent leurs couteaux la nuit. Tu entres dans le territoire des guerres du bétail, ou comme les historiens les appellent parfois, les Range Wars. Et ça commence dans un coin qui ne dit rien à personne, le Wyoming. Mais ne te laisse pas tromper par les vastes plaines et les collines paisibles. C'est un territoire miné, au sens figuré. Chaque vache ici peut valoir la vie d'un homme. Et parfois, 10. Le cœur de cette guerre silencieuse, c'est un mot tout simple, propriété. Qui possède quoi? Qui a le droit de faire paître son bétail ici? Qui a volé ses bêtes? Et surtout, qui ose accuser qui? À cette époque, il n'y a pas de puce électronique, pas de dossier informatique,
Pas même de clôture solide dans certains coins. Juste un fer rouge appliqué au flanc de la bête. Et ça, mon ami, ça se falsifie plus facilement qu'une signature de shérif. Tu arrives donc en 1892, au cœur d'un conflit qui couve depuis des années, la guerre du comté de Johnson. Imagine, d'un côté, les grands propriétaires terriens riches, influents, organisés, parfois même amis avec des sénateurs. De l'autre, les petits éleveurs modestes, débrouillards, accusés un peu trop vite de vol de bétail, quand leurs troupeaux empiètent de quelques mètres sur les mauvaises terres. Et toi, tu es là, entre les deux. Tu les entends murmurer dans les auberges, se fusiller du regard au marché. Puis, un jour, le murmure devient cri, et la tension explose. Ce sont les grands éleveurs qui font le premier mouvement. Ils forment une milice privée, une 50aine d'hommes, armés jusqu'aux dents, parfois venus de l'Est. Parmi eux, d'anciens détectives Pinkerton, des mercenaires, et même 1 ou 2 tueurs à gages à peine repentis. Ils montent à cheval. Ils ont une liste noire, 70 noms, tous soupçonnés parfois à tort, souvent sans preuve d'être des voleurs de bétail. Le plan, les éliminer, un à un. Mais les petits éleveurs ne se laissent pas faire. Ils sont nombreux, ils connaissent le terrain, ils ont des amis. Et surtout, l'opinion publique commence à se retourner. Tu assistes à l'attaque du ranch Théa, une embuscade ratée qui tourne à la catastrophe. 2 hommes tués, des témoins, des fuites. Et tout d'un coup, le gouverneur du Wyoming panique. Il envoie la cavalerie fédérale. Oui, la cavalerie. Toi, tu les vois arriver depuis une colline, des sabots résonnant dans la vallée, des uniformes brillants, des ordres criés, et la milice se rend, encerclée. Mais le plus fou dans tout ça, aucun d'eux ne sera condamné. Aucun. Les juges se défilent, les dossiers s'évaporent, les témoins disparaissent, et les grands éleveurs, eux, rentrent tranquillement chez eux, sans même perdre $1. Et c'est là que tu réalises que dans ce Far West-là, ce n'est pas le revolver qui décide. C'est l'argent, le pouvoir, la presse, l'accès au gouverneur. Tu continues ta route, songeur. Tu traverses des ranchs silencieux. Tu croises un cow-boy solitaire qui te raconte, entre 2 silences, comment son frère a été pendu sans procès, simplement parce que sa marque ressemblait un peu trop à celle d'un baron local. Et tu comprends que ces guerres-là, on ne les chante pas dans les ballades. Elles n'ont pas de héros, pas de méchants caricaturaux, juste des familles détruites, des hommes perdus, des collines où l'herbe pousse là où le sang a séché. Mais malgré tout, tu ressens quelque chose d'étrangement familier, parce que dans ces conflits feutrés, on retrouve les mêmes ingrédients que dans tous les récits précédents, la terreur, la ruse, la survie et la fierté, et aussi cette vieille idée romantique que l'Ouest n'était pas seulement une géographie, mais un état d'esprit, une tentative de conquérir quelque chose, même si on ne savait pas toujours quoi. Tu arrives au bord d'une rivière, le vent est doux, les grillons chantent, une dernière lumière dore les montagnes au loin, et là, tu te rends compte que ton voyage touche à sa fin. Tu as vu Jesse James s'éteindre dans une trahison. Tuesday, as vu Billy the Kid se dissoudre dans le doute. Tu as entendu les balles du haut quai Corral, et tu as ressenti la froideur des guerres de propriété. Et pourtant, malgré toute cette violence, le Far West n'était pas uniquement sanglant. Il était aussi une promesse, une idée folle que chaque homme pouvait écrire son nom dans la poussière, qu'il soit né riche ou pauvre, connu ou anonyme. Et être que c'est pour ça que tu es resté éveillé jusqu'ici, parce qu'au fond, tu savais que cette histoire n'est pas qu'une leçon d'histoire, c'est aussi un miroir. Maintenant, repose-toi. Laisse les échos de la poudre et des sabots s'effacer doucement. Tu es loin, très loin des plaines rouges du Nouveau-Mexique et des saloons où l'on parie sa vie sur une carte mal jouée. Le vent est plus doux ici, plus calme. Il ne porte plus les cris, seulement un murmure, celui du passé. Tu respires lentement, tu fermes les yeux et tu repenses à cette Amérique sauvage, dangereuse, imparfaite, mais terriblement humaine, remplie de choix absurdes, de duels inutiles, de fuites insensées, et pourtant si vivante. Ce n'est plus à toi de galoper. Tu peux poser ton chapeau, ranger ton colt imaginaire et laisser les étoiles du Far West glisser doucement dans tes rêves. Tout va bien maintenant. Tu es rentré,